Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur comment embarquer vos parties prenantes sur les sujets ESG grâce au nouveau format de mobilisation organisé dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive qui a lieu cette semaine depuis lundi jusqu'à fin de semaine. Donc on va juste attendre que différentes personnes se connectent. Peut-être en attendant, une petite minute, si vous souhaitez partager dans le chat d'où vous vous connectez, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là, ça pourrait être déjà première information intéressante pour nous. Et après, dès qu'on aura quelques participants en plus, donc on est à une cinquantaine de participants déjà connectés, on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc pour rappel, si vous souhaitez partager dans le chat dans un premier temps, d'où vous vous connectez et qu'est-ce que vous cherchez, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et dans une petite minute, on va pouvoir démarrer. Donc, Biarritz, entrepreneur d'impact, fournisseur des grands groupes et attentive à proposer des mesures d'impact qui correspondent à leurs attentes. OK. Comme interne, corporate, ainsi que la RSE pour une société de recherche en agronomie. Super, donc recherche de bonnes pratiques, j'imagine. Quelqu'un en cours de transition professionnelle vers des métiers de RSE. Super. On a quelqu'un de Chambéry, consultante et spécialiste dans le dialogue partie prenante. On a quelqu'un de Luxembourg. Super. CSR manager. Ensuite, quelqu'un qui porte le projet de labellisation RSE pour un établissement. Super. Très bien, super. Merci pour vos partages. Je vous propose de démarrer pour laisser le temps quand même à la fin pour les questions que vous aurez éventuellement. Voilà, donc en fait, si tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, on pourra, d'abord, l'idée c'est je vais vous présenter rapidement le cabinet parce que bon, je suis Marina Erich du cabinet des enjeux des hommes. Juste pour vous expliquer rapidement, donc on est un cabinet pionnier en France sur les questions de RSE, donc on est un pure player sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Et nous sommes spécialisés dans le conseil et stratégie RSE et sommes également organisme de formation sur le sujet avec une raison d'être très forte pour déclencher les prises de conscience pour accompagner le passage à l'action sur la transition vers des modèles soutenables. Mais l'idée, c'est de passer juste rapidement cette partie. Je propose de démarrer parce que l'idée, c'est de vous partager aujourd'hui quelques éléments un peu théoriques de notre pratique quand même depuis 20 ans, juste pour vous mettre en situation. Ce cabinet des enjeux des hommes a été créé, d'où le nom des enjeux des hommes. C'est parce que en fait, l'idée, c'était d'embarquer les hommes et les femmes dans les organisations sur les sujets, sur les enjeux RSE, parce que c'est un sujet qui demande en fait d'accompagner le changement. Et donc, c'est une expertise très forte dans notre cabinet depuis ses démarrages. Je propose de continuer, s'il te plaît. Donc, nous avons la chance d'avoir des intervenantes aujourd'hui avec nous. Donc, il y aura Estelle de Canva, directrice RSE de Tom. Donc, je propose que tu te présentes juste rapidement. Et après, de toute façon, on aura une intervention de sa part. Et on aura Caroline Marquiton, également du groupe LVMH, nouvellement responsable devoir de vigilance. Donc, je propose que vous présentez peut-être là rapidement. Et après, vous aurez votre intervention par la suite. Je commence, Caroline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Estelle de Canva. Je suis la directrice RSE du groupe TOM. Alors, qui est TOM? Qui est le groupe TOM? En fait, c'est le leader du marché de la bijouterie en Europe. C'est un groupe qui est implanté dans 7 pays avec un portefeuille de 8 marques. Je vous en citerai 2 en France que vous devez, je l'espère, certainement connaître, que sont Histoire d'Or et Agatha. Merci. Et peut-être à moi donc. Donc Caroline Marquiton, donc comme tu disais Marina, nouvellement responsable de devoir de vigilance groupe LVMH, nouvellement mais pas nouvelle dans ce groupe puisque j'ai été responsable des achats responsables sur les 4 dernières années. LVMH, c'est un groupe de 75 marques différentes, que ce soit dans la fashion, la beauté, les vins, les spiritueux, les yachts, le chocolat, voilà, on touche un petit peu à tout. Et voilà pour moi. Merci beaucoup.
Donc, on aura la chance d'écouter, en fait, d'avoir les témoignages d'Estelle, de Caroline tout à l'heure, après, on va dire, une partie introductive de ma part, justement où Estelle va nous partager, en fait, ce qu'elle a pu faire, notamment avec les équipes commerciales dans différents pays pour les embarquer sur leur projet RSE. Et Caroline va nous partager qu'est-ce que le groupe fait pour embarquer notamment les acheteurs, en plus des fournisseurs, sur le sujet des achats responsables. Donc, je propose quand même de partager quelques éléments un peu théoriques pour vous donner quelques pistes, voilà, de notre pratique, de ce qu'on fait avant le partage de témoignages. Donc, si on avance. OK. Donc, déjà, pourquoi engager ces parties prenantes? En fait, déjà, le constat, c'est que si on regarde en interne, c'est qu'une petite partie des salariés du secteur privé déclarent n'avoir jamais entendu parler de la RSE et seulement 29 voient précisément de quoi il s'agit. Donc, c'est un constat quand même assez choquant. On est en 2024 quand même. On s'attend que normalement, les personnes devraient quand même avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Donc, il reste quand même un gros besoin d'engagement en interne au sein des entreprises sur ces sujets-là pour justement, parce que ça apporte plein de bénéfices, parce que déjà sur la partie performance économique, on constate, il y a certaines études qui montrent qu'en fait, engager les parties prenantes et faire agir sur la RSE et sur les enjeux ESG, ça augmente en fait la performance économique. Mais il n'y a pas que, il y a aussi en fait, il y a un enjeu d'engagement des salariés, c'est-à-dire les personnes qui sont impliquées ou qui voient que l'entreprise est engagée sur ce sujet, sont eux-mêmes plus engagés et restent dans les entreprises et voire la recommandent à l'extérieur, qui peut être un fort avantage d'attractivité et donc de l'entreprise. Et enfin, 54% des entreprises qui ont activement impliqué leurs parties prenantes dans leur stratégie RSE ont développé aussi des nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire c'est un levier aussi de résilience, innovation, etc. Donc, en fait, regarder son business d'un prisme, en intégrant le prisme environnemental, sociétal, social et de gouvernance, ça peut donner aussi l'élan et l'innovation en interne. Donc, ici, juste quelques pistes, quelques raisons du pourquoi. Et donc, par la suite, l'idée, ça serait de aussi vous partager quelques, on va dire, pistes ou réflexions de comment engager ces parties prenantes. Et donc, j'avais envie de vous partager en fait ce référentiel, enfin, c'est pas un référentiel, c'est un modèle en fait développé par Simon Sinek. Peut-être quelques-uns, peut-être vous le connaissez. C'est une personne aux États-Unis qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur le leadership et comment les grands leaders en fait amènent le changement et on va dire dirigent une transition, dirigent ses équipes. Et donc, il a développé on va dire, ce modèle en disant qu'en fait, il faut commencer par le pourquoi. Si on explique pourquoi d'une démarche, il est plus facile d'embarquer les personnes derrière sur le sujet. Ensuite, une fois qu'on a expliqué le pourquoi, il y a le comment et le quoi. Et donc, si on applique ça au sujet RSE, il faut d'abord expliquer en fait les raisons pour lesquelles l'entreprise fait en fait la RSE. C'est pas juste comme ça vient de n'importe où, mais en fait, il y a certaines raisons pour lesquelles l'entreprise en fait s'intéresse à ce sujet. L'idée, c'est de aussi inspirer et connecter émotionnellement. En fait, en fonction du pourquoi que vous expliquez, il peut avoir effectivement l'implication plus émotionnelle à la personne en face que vous souhaitez impliquer. Ensuite, sur le comment, l'idée, c'est d'expliquer les actions spécifiques avec lesquelles l'entreprise va réaliser va agir sur on va dire les sujets environnementaux, sociaux, de gouvernance. Donc, il y a la stratégie, c'est-à-dire les éléments stratégiques, c'est-à-dire on veut agir, comment on commence le faire, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi les grands axes d'engagement, etc. Et ensuite, il y a le détail du quoi. Et donc là, c'est le plan d'action concret et une vision de comment le collaborateur, en fait, peut agir ou a la possibilité de s'impliquer. Ici, on peut également partager, on va dire, des impacts attendus ou des notions de performance ESG. On pourrait partager ça ici à ce moment-là aussi. Donc, c'est intéressant à s'intéresser à ces trois éléments. Il faut en tout cas, ici, le message clé, c'est de dire commencer par le pourquoi. Ça va vraiment, l'idée, c'est d'impliquer les personnes là-dessus. Pourquoi c'est clé? Parce qu'il y a trois en fait, étapes clés pour que les gens se mettent en marche et donc pour que vous puissiez embarquer les personnes en face sur les sujets RSE. C'est de savoir pourquoi
je sais, je peux et j'ai envie. C'est-à-dire, je sais que c'est important et c'est bien d'agir. Donc, je connais les raisons. Il peut y avoir des raisons logiques, mais aussi peut-être émotionnelles, plus éthiques, etc. Donc ça, c'est à définir avec le projet d'entreprise. Ensuite, il est important pour la personne que vous voulez impliquer de savoir qu'elle peut s'impliquer. Je sais que j'ai les moyens d'agir. Donc, l'outiller. Et donc ça, on va voir justement quelques exemples par la suite. Et après aussi l'envie, je veux. Parce que seulement si je sais que je sais pourquoi et je peux, ça ne veut pas dire que j'ai envie. Donc en fait, aussi, ça va être la phase un peu plus difficile aussi de créer l'envie. Et donc s'il y a enfin, s'il y a une connexion émotionnelle, mais aussi un lien avec son propre travail, on voit l'intérêt de ce type de démarche, bah, il y a plus de chances que les personnes aient envie d'agir aussi. Voilà, à la fin, donc vous avez le passage à l'action. Et donc, pour finaliser, je voulais partager aussi quelques pistes de réflexion pour engager ces parties prenantes au sens large. Donc, on a en fait la phase de sensibilisation au début, quand on démarre. Beaucoup de personnes, on a vu dans le chiffre que je veux partager de l'étude menée en 2024, c'est que les gens ne savent même pas de quoi on parle. Donc, sensibiliser, c'est important. Ensuite, donc, le sensibiliser, ça veut dire on explique le pourquoi on agit. Et donc, en orange, vous voyez des éléments, quelques pistes de comment on peut le faire. Donc, expliquer le pourquoi, ça peut se faire dans des ateliers, dans des rencontres, dans des jeux, un peu comme les fresques, par exemple, mais aussi à des conférences. Vous faites venir un expert, ou quelqu'un qui sait parler de ces sujets, etc. Ça peut se faire via des visites aussi. À des sites ou chez des concurrents, chez des clients qui sont peut-être particulièrement engagés. Ensuite, il y a la partie impliquée, c'est-à-dire comment est-ce que je peux agir dans mon travail. Il y a le lien entre la RSE, entre la responsabilité sociale de l'entreprise, on va dire la stratégie RSE de l'entreprise, les sujets ESG et mon travail en fait. Et donc là, également, il est important d'expliquer comment la personne peut agir. Par nature, en fait, quand on a une démarche RSE, il y a certains métiers qui vont être, comment dire, par défaut impliqués et d'autres un peu moins. Donc, pour ceux qui sont un peu moins impliqués, il est important de faire ce lien ou qu'elles puissent avoir la possibilité de faire ce lien, les personnes en question. Donc là, pareil, ça peut se faire via des réunions, contribution à la stratégie, via la contribution des plans d'action. Il y a parfois des entreprises qui proposent de l'open innovation où en fait, il y a des idées qui remontent en fonction des sujets. Via le réseau d'ambassadeurs, il y a des pistes, plein de pistes possibles. Ensuite, il y a évidemment le sujet de la formation. En fait, une fois qu'on sait qu'on doit agir sur certains grands axes d'engagement RSE, ben, peut-être sur certains sujets, il faut monter en compétences. Et donc, il faut savoir sur quel sujet et sur quel format on peut agir pour outiller les métiers, notamment sur les différents sujets ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, etc. Accompagner la conduite du changement, ça peut se faire via des formations en ligne, en présentiel, en e-learning, il y a plein de formats possibles. Et donc, quand on parle de formation, ça peut être outiller des métiers comme les achats, comme le marketing. Là, on va se parler du commercial aussi. Typiquement, quand on est en B2B, par exemple, il peut être intéressant de, comment dire, outiller les équipes qui vont pouvoir, les équipes commerciales, être en capacité de parler de ces sujets RSE à leurs clients, parce que les clients demandent aussi à leurs fournisseurs plus de, on va dire, questions, on va dire, des éléments sur la partie ESG. Et donc, pour que tout n'arrive pas à la direction RSE, bah, ça peut être intéressant, par exemple, de former aussi ces commerciaux pour pitcher, entre guillemets, la RSE. Ensuite, on va voir la partie intégrée. Donc, en fait, comment on intègre ces sujets dans les rituels qui existent peut-être déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments réguliers, des réunions régulières, et donc on rajoute un point RSE, un point sur le sujet ESG à ces points-là, par exemple. Il y a aussi la partie célébration et partager cette reconnaissance des personnes, parce que souvent, quand on démarre une démarche RSE, ce sont des sujets qui se rajoutent en fait au travail des personnes. Enfin, je dirais pas peut-être bénévoles, mais on va dire au début, c'est pas vraiment inscrit de façon vraiment formelle dans les fiches de poste, etc. Et donc, il est important de reconnaître en fait ces efforts faits par certaines personnes qui sont plus impliquées que d'autres. Et aussi célébrer en fait ce que l'entreprise a pu accomplir dans la première année ou les 6 mois, etc. Donc, célébrer en fait les petites victoires RSE. Donc ça peut se passer via des réunions mensuelles. Il est important de mettre un point sur ce sujet dans les CODIR,
reconnaissance des équipes engagées, etc. Et enfin, je l'ai laissé à la fin, mais c'est hyper important quand même de pouvoir outiller aussi les équipes dirigeantes pour diriger le changement. Parce qu'en fait, il y a une attente particulière face aux dirigeants de l'entreprise pour être exemplaires sur les sujets. C'est-à-dire, si vous avez quand même une stratégie RSE, il est attendu que le dirigeant, en fait, incarne au moins à terme certaines des choses qui sont prônées. Et donc, pour ça, pareil, il faut accompagner l'équipe dirigeante là-dessus. Donc, il s'agit c'est d'impliquer l'équipe dirigeante pour qu'ils s'approprient la RSE. Pareil, il faut faire le lien avec leur métier, en quoi ça leur apporte, en quoi toute cette démarche, en fait, apporte aussi au business, comment ils le rendent plus résilient. Et donc ça peut se faire pareil avec plein de manières différentes, des ateliers, des rencontres, encore une fois, les fresques, etc. Ça peut être toujours un bon moyen pour créer de la sensibilisation et agir derrière. Des conférences peut-être de certains conférenciers qui créent un déclic fort, etc. Donc ça, c'est pas à sous-estimer. C'est très important ce point de mener le changement, enfin, que vos dirigeants puissent diriger le changement. Donc, je vous propose de m'arrêter là. Et donc, juste vous dire qu'il n'y a pas une formule magique. Il faut vraiment s'adapter à chaque entreprise. Et donc, d'où l'intérêt de partager aujourd'hui, en fait, nos cas pratiques ici. Donc, je vous propose de démarrer avec le groupe Tom et avec Estelle. Et pour cela, on va changer de présentation rapidement dans un Alors, instant. Donc, Marina, si tu me le permets, je vais utiliser la méthode du why, how, what pour super, structurer ma vas-y. présentation en vous donnant déjà quelques éléments de Ok. contexte pour vous expliquer pourquoi on a décidé chez Tom de sensibiliser 100% de nos collaborateurs. On est un peu plus de 5000 répartis sur plusieurs pays d'Europe. Je vous expliquerai aussi comment on l'a fait avec des enjeux et des hommes et quels ont été nos résultats. Donc, pour commencer par le pourquoi, je voudrais déjà vous dire que Tom, c'est un groupe qui a toujours considéré que la RSE faisait partie de son ADN, même si on était un peu plus orienté vers le social que l'environnemental, parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'entreprise durable dans un monde sans avenir. Mais comme on n'était pas très en avance sur la partie environnementale, effectivement, on a décidé d'accélérer et de structurer notre démarche. Mais on l'a fait avec une conviction profonde, c'est que la RSE, elle ne doit pas infuser à travers une équipe d'experts d'un département RSE, mais à travers tous les métiers, quels qu'ils soient. Donc, on a décidé, et ça sera juste la slide numéro 1, la slide suivante, on a décidé de mettre en place une gouvernance RSE simple et restreinte, avec 2 missions. La première, c'est d'acculturer, d'engager, de mobiliser toutes les équipes des dirigeants à nos conseillers de vente sur le terrain. Et moi, les dirigeants, je les ai mis en priorité numéro 1, Marina, pour revenir sur la présentation que tu nous as faite. Et la deuxième mission donc, du département RSE, c'est avec une démarche collective de définir la stratégie, d'orchestrer, de transformer business model avec tous. Donc, on a créé peu de métiers dédiés à la RSE, mais on a organisé le changement à travers tous les métiers. Donc, c'est un premier élément de contexte pour vous expliquer pourquoi on a décidé de sensibiliser tous nos collaborateurs. Ensuite, comment on a fait pour définir et déployer notre stratégie? On a suivi une méthode classique. On a fait un diagnostic, une étude de matérialité, un bilan carbone pour définir nos engagements, un plan de développement responsable. Et on a pris 2 décisions importantes. La première, c'est que on a décidé que la transformation de notre groupe, elle serait portée par les métiers et pas par une équipe d'experts RSE, par les métiers, parce que nous, on considère que la transition, elle peut se faire durablement que si toutes les fonctions et tous les métiers de l'entreprise sont à bord. Donc, on a mis en place un réseau de chefs de projet. Donc, ce ne sont pas des chefs de projet dédiés à la RSE, mais des gens des métiers qui ont travaillé sur des projets. Par exemple, ce sont des équipes achats qui ont travaillé sur les projets d'achat responsable, les équipes supply chain qui travaillaient sur les projets de décarbonation de la logistique, nos architectes qui travaillaient sur les projets d'éco-conception de nos magasins, etc. Voilà. Et moi, ma mission, c'est d'orchestrer tous ces projets. Donc, cette première décision, c'est de se dire, on a un réseau de chefs de projet métier pour piloter la transformation. Elle n'est pas pilotée par le département RSE. Et la deuxième décision, c'est justement pour servir la première, c'est que pour soutenir ces projets, mais aussi pour infuser les réflexes
durablement dans le quotidien de nos équipes et infuser également les éco-gestes dans tous les métiers, on a décidé de lancer un programme de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, de nos dirigeants jusqu'à nos conseillères de vente. Alors, on peut peut-être mettre la slide suivante qui va commencer à expliquer comment on a fait. Donc, on a décidé, de faire ce programme de sensibilisation à travers des fresques, avec un prisme plutôt orienté climat, mais pas que. Pourquoi la fresque? Parce que pour ceux qui n'ont pas fait la fresque du climat ou les autres fresques, c'est quand même un outil qui est très ludique, qui est concret, qui est basé sur des données scientifiques, qui fait travailler l'intelligence collective. Donc, pour nous, c'était le meilleur moyen d'impliquer, d'engager, de donner envie, de faire adhérer nos collaborateurs. Donc, on a décidé de sensibiliser à travers des fresques. Et la deuxième chose, c'est qu'on a décidé d'adapter nos programmes en fonction de nos organisations. Nous sommes des retailers, donc on a plus de 1000 magasins sur nos différents pays qui sont éparpillés, voilà, ils sont bien éparpillés. Donc, on a une organisation dans nos sièges et dans nos magasins qui n'est pas du tout la même. Donc, on a fresqué, sensibilisé nos sièges et nos équipes terrain de manière un peu différente. Donc, cette première slide pour vous montrer ce que nous avons fait au siège. Au siège, nous avons décidé de sensibiliser nos équipes à travers donc, tous les collaborateurs de tous nos sièges. Donc, on est plutôt très présents en France, en Italie, au Benelux, en Allemagne, mais aussi, on a des équipes aussi en Chine, en Inde. Donc, on a sensibilisé, on a fresqué, comme on dit tout le monde. Et comment avons-nous fait, puisqu'on a réussi à le faire en quelques mois, en moins de 6 mois? Eh bien, on a commencé par sensibiliser nos dirigeants, on a commencé par sensibiliser notre comité RSE, puis le COMEX du groupe, puis les CODIR de chacun des pays. Et ça, on l'a fait avec les professionnels de la fresque du climat. Ça nous a permis effectivement de valider, d'engager nos dirigeants qui ont tout de suite pris la décision de sensibiliser 100% des collaborateurs, donc les 5000. Et pour le faire efficacement, rapidement, économiquement aussi, nous avons fait appel à des volontaires, puisque moi, quand j'ai pris mes fonctions de directrice RSE il y a quelques années, au siège, je croisais beaucoup de personnes qui montraient l'envie de s'impliquer dans les sujets de RSE. Et bien là, on a fait appel à volontaires. Et on a préparé, on a formé, on a sensibilisé, mais on a aussi formé 20 personnes qui, dans nos pays, ont sensibilisé la totalité des collaborateurs des sièges. Ce ne sont pas des formateurs professionnels, ce ne sont pas des fresqueurs professionnels, mais on les a formés. Donc, ce sont des personnes qui ont cette sensibilité, cette envie, qui sont allées sensibiliser tous les collaborateurs des sièges. Une fresque, c'est une demi-journée. Ça leur a pris à peu près entre 1 à 2 demi-journées par mois sur leur temps de travail pendant 6 mois pour pouvoir déployer, sensibiliser la totalité de nos collaborateurs des sièges. Donc ça s'est fait pour toutes nos équipes sièges. Mais nos équipes sièges, c'est un peu moins de 10% de nos équipes. Le reste de nos équipes sont sur le terrain. Et là, c'est la slide suivante. Si tu veux bien. Voilà, merci Hélène. Et donc, ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec des enjeux et des hommes pour pouvoir sensibiliser nos collaborateurs terrain dans les pays dans lesquels on est présent, donc en Italie, en Allemagne, en France, pour sensibiliser tous nos collaborateurs. Et nous l'avons fait avec l'aide de notre management. On a organisé un déploiement en cascade. On a construit avec les équipes des enjeux des hommes une fresque un peu dans le même esprit que la fresque du climat, donc une fresque adaptée à nos équipes magasins, qui parle du climat, mais qui parle aussi de la biodiversité, etc., qui parle de tous les sujets sur lesquels on voulait sensibiliser nos équipes. On a créé un jeu de cartes, on a créé effectivement un kit d'animation pour sensibiliser nos collaborateurs,
avec l'aide des enjeux des hommes, on est allé sensibiliser nos directeurs de région, qu'on appelle les directeurs de secteur chez nous. On les a non seulement fresqués, mais on les a aussi formés. On leur a transmis un kit pédagogique et on les a formés pour qu'ils puissent, comme on fait nos fresqueurs volontaires au siège, pour qu'ils puissent aller sensibiliser leurs équipes. Donc, ils sont allés eux-mêmes sensibiliser leurs directrices et directeurs de magasins, qui ont eux-mêmes sensibilisé leurs équipes. On est sur le fond, sur le même type d'outils, sur la forme, sur une organisation différente. Quand on est sur un petit magasin avec une équipe de 3 ou 4 personnes, un magasin qui est ouvert 6 jours sur 7 sur une grosse amplitude horaire, c'est difficile de réunir toutes nos conseillères de vente autour d'une table comme on a pu le faire au siège. Donc, on a fait un format un peu différent, sur un temps un peu plus long, par lot, mais toujours avec ce jeu de cartes qu'on animait et cet esprit d'intelligence collective. Voilà, donc un déploiement en cascade qui s'est fait aussi en quelques mois, en partant de nos directeurs de secteur pour toucher toutes nos équipes de magasins. Ainsi, en 6 mois, on a, alors là, vous avez une slide pour vous montrer le kit d'animation. Donc, un jeu de cartes avec toutes les informations et des données scientifiques adaptées aux populations, un peu vulgarisées pour que ça soit effectivement totalement accessible. Un pas à pas qui a été remis à chaque animateur, à chaque manager, et un guide d'animation pour qu'ils se sentent à l'aise dans la façon d'animer ces fresques, parce que pour ceux qui ont fait des fresques, effectivement, ça peut brasser un certain nombre d'émotions fortes chez nos collaborateurs. Donc, c'est important d'avoir quelques tips pour pouvoir bien l'animer. Donc, voilà, une fresque du climat pour tous nos collaborateurs du siège, une fresque de la RSE avec une animation en cascade par les managers pour les collaborateurs magasins. Et donc, une sensibilisation qui s'est faite en moins de 6 mois pour les 5000 collaborateurs. Je vous ai mis une slide ensuite pour partager avec vous les clés du succès. Pour que cela fonctionne, bien, il faut s'inscrire dans une démarche pédagogique, c'est-à-dire que nos managers et nos fresqueurs volontaires ont eu besoin d'être accompagnés. Donc, on les a formés au préalable en insistant sur le fait qu'on ne souhaitait pas faire d'eux des experts, parce que notre objectif était de sensibiliser nos équipes, pas d'en faire des experts du climat. Donc, on n'a pas besoin d'être expert pour pouvoir sensibiliser à la RSE nos collaborateurs. Le deuxième point important pour que cette démarche soit un succès, c'est de rester dans une démarche volontariste. Donc, au siège, on a fait appel à volontariat. On a même dû effectivement restreindre le nombre de fresqueurs parce qu'on avait beaucoup de volontaires. Sur le terrain, on a demandé à tous nos managers de contribuer, mais effectivement, certains se sentaient un peu moins à l'aise, un peu plus juniors, un peu moins à l'aise avec le sujet. Donc, ceux-là ont été particulièrement accompagnés. On a demandé à nos fresqueurs volontaires du siège de venir les aider. On a fonctionné en binôme. Voilà, on a, je veux dire, peut-être 10% de nos managers qui ont eu un accompagnement spécifique. Voilà, mais globalement, ils ont globalement été tous très volontaires pour porter cette démarche. Le troisième point important pour que ce soit un succès, c'est sur le fond, la fresque est structurée. Sur la forme, on a souhaité laisser une certaine liberté à chaque animateur de pouvoir adapter sa façon d'animer à l'organisation. Notre animateur, c'est aussi un facilitateur et un organisateur. On ne va pas animer de la même façon une fresque sur un magasin qui a une équipe de 15 personnes ou une fresque sur un magasin qui a une équipe de 3 personnes qui se croisent rarement. Donc, on avait différentes façons de le faire. On pouvait le faire avant l'ouverture du magasin, on pouvait le faire pendant des petits temps off en magasin, sur du temps long, sur plusieurs semaines, en lot, sur une table ou sur une porte ou sur un mur en fonction de l'espace qu'on a. Donc, on a vraiment laissé cette liberté d'adapter ces sensibilisations aux différentes organisations. Un point aussi très important, c'est qu'il nous semblait important, pour sensibiliser nos collaborateurs et pour les engager, de ne pas juste les alerter sur les grands changements climatiques, des choses qui peuvent être un peu
anxiogènes et les laisser repartir à la fin de cette sensibilisation avec des émotions fortes, sans leur montrer aussi les opportunités que le groupe va avoir à transformer son modèle. Donc, ça a été aussi l'occasion de présenter dans le détail les engagements, les actions qui sont menées par le groupe, tant sur le plan social qu'environnemental, voilà, après cette sensibilisation, pour mettre nos équipes en mouvement, les embarquer avec nous. Et puis un dernier point, et ça c'est plutôt après les sensibilisations, c'est très important pour garder effectivement nos équipes en mouvement, pour garder nos équipes engagées, de communiquer régulièrement, et ça Marina vous l'a dit, sur les actions, de manière très concrète sur les actions qui sont menées. Voilà, ça c'est important de le faire dans le temps. Et je crois que je termine par le résultat. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les projets qu'on a lancés et sur lesquels on commence à avoir des résultats très concrets pour transformer notre modèle, mais je vais plutôt vous parler des éco-gestes et vous dire que, en fait, on a été un peu victime de notre succès puisque nos équipes, nos 5000 collaborateurs, ont, à la suite de cette sensibilisation, voulu que le groupe accélère sur la mise en place des éco-gestes. Donc, il y a eu une volonté d'aller encore plus vite et encore plus loin. Avec, par exemple, et c'est la slide suivante, Hélène, avec, par exemple, voilà, des équipes magasins qui se sont concertées. Il y a une petite animation, vous ne savez pas. Tu peux appuyer sur tous les boutons, voilà. Des équipes magasins et sièges qui se sont concertées pour rapidement réduire les consommations de papier. Donc, changer les process, évoluer les process pour réduire nos consommations de papier. On a pris conscience qu'on en consommait énormément. On a voulu aller plus loin dans le tri des déchets et faire le tri à la source sur tous nos sièges. On a mis en place sur tous nos magasins des plans de sobriété. On s'était fixé un objectif de baisser de 3% nos consommations par an. Eh bien, la première année, on a réussi à baisser nos consommations d'énergie de plus de 15%. Et puis là, on a des équipes on n'est pas encore tout à fait prêts, mais qui poussent pour qu'on aille très vite dans le fait de transmettre des tips pour pouvoir être plus responsable au niveau digital dans l'utilisation de nos outils digitaux. Donc voilà, ce sont quelques exemples sur des éco-gestes. Je ne rentre pas dans le détail de nos projets, mais ça a vraiment incité les équipes à s'engager et aller plus vite et plus loin. Génial, merci beaucoup Estelle. Il y a quelques petites questions, mais je propose peut-être de laisser d'abord Caroline présenter sa partie, et après on pourra répondre, sachant que ce sont des questions assez rapides pour toi Estelle, donc si tu Avec veux plaisir. répondre Après. en direct, Avec plaisir, voilà, on pourra le faire après. Merci beaucoup. Ça laisse le temps à Estelle de lire les questions comme ça. Voilà. Alors moi, j'ai pas de slide par contre. Je suis désolée. Ce qui fait que si on peut peut-être juste enlever les slides pour qu'on puisse mieux se voir. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Donc oui, bah, très bien. Moi, je vais maintenant vous parler plutôt. Merci Estelle, en tout cas. J'ai appris énormément de choses, j'ai pris plein de notes. Moi, je vais plutôt vous parler donc, du côté supply chain, donc chaîne d'approvisionnement, fournisseurs, et aussi comment embarquer ses acheteurs de son entreprise. Donc en petit rappel, donc moi j'ai fait partie de l'équipe plutôt, enfin j'ai été responsable des achats responsables chez LVMH et maintenant je suis passée au devoir de vigilance. Mais on va plutôt parler des actions que j'ai mis en place lorsque j'étais dans mon poste précédent. Ce qu'il faut comprendre chez LVMH, c'est donc 75 ce qu'on appelle des maisons différentes avec des types d'activités qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En revanche, on a quand même une holding, une équipe LVMH qui est là pour harmoniser ce qui est fait, ce qui est mis en place et pour pouvoir faire un rapport de développement durable qui est, lui, unique pour l'ensemble du groupe. Donc, dans notre rapport de développement durable et dans l'ensemble des actions qu'on va mettre en place, on va autant intégrer ce qui a été fait chez un gros Louis Vuitton avec 30 000 collaborateurs que chez un petit Officine Bully qui a beaucoup moins de monde. On va vraiment avoir l'ensemble des activités. Donc la première difficulté chez nous, c'est de pouvoir communiquer avec les gens. Je vois que c'est pas que chez nous d'ailleurs, donc je vois que chez Tom c'est un peu pareil. Donc, chez nous c'est la même chose. C'est
comment réussir à toucher tout le monde. Nous, jusque-là, la manière dont on fonctionnait pour pouvoir toucher nos parties prenantes, c'est une newsletter 3-4 fois par an, un forum qu'on anime aussi une fois par an où on essaye de faire venir le plus de personnes possible. Mais pour vous donner une idée, en interne sur la communauté des acheteurs, on est à peu près 700 personnes identifiées sur l'ensemble des maisons, en sachant qu'on ne les touche pas tous, mais en tout cas, on a au moins ces 700 personnes en contact. Pouvoir parler à 700 personnes au quotidien, c'est impossible. Même via la newsletter, combien il y en a qui la lisent, combien il y en a qui la lisent pas. Au moins l'envoyer, ça c'est sûr, d'accord, on est sur du classique. Ça, on est sur l'interne. Après, on a aussi tous nos fournisseurs. On a en rang 1, donc les rangs 1, ce sont les fournisseurs avec lesquels vous avez une relation financière directe. Donc après, on a le rang 2, rang 3, etc. Mais rien qu'en rang 1, chez LVMH, on a référencé un peu plus de 50 000 fournisseurs qui parfois travaillent avec plusieurs de nos maisons en même temps. Parfois, elles ne travaillent que pour une, mais donc on en a 50 000 avec lesquels on doit aussi communiquer. Donc, effectivement, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir sur ce point-là. Mais donc, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est des stratégies groupes qui sont communiquées, publiques. On a toute une stratégie environnementale qui s'appelle Life 360 et on a aussi toute une stratégie qu'on va appeler RSE, donc plutôt le côté social, qui n'a pas de nom particulièrement, mais qui a des objectifs en face. De toute façon, nous sommes aussi obligés de répondre à la loi sur le devoir de vigilance, donc de toute façon, nous avons ces exigences envers nos fournisseurs. Ce que nous, on a pu réaliser après quelques années de toujours leur demander de faire des choses. Ok, vous devez être audité, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez nous montrer que vous êtes parfait. Bah, ok, très bien, sauf qu'en fait, le fournisseur, il se retrouve un peu tout seul face à la demande de la personne, un acheteur qui va pas forcément comprendre. Je rebondis encore aussi sur ce que Marina a dit, j'en profite, hein, sur ce que Marina a expliqué au début, le why, how et what. On s'est vraiment retrouvé, nous, dans une situation d'acheteurs qui demandaient des choses à leurs fournisseurs. Les acheteurs ne comprenaient pas forcément ce qu'ils demandaient. Et le fournisseur en face, bah, quand la requête n'est pas forcément claire, la réponse ne va pas être beaucoup plus claire. Donc on s'est retrouvé dans un grand, on va dire, un grand micmac de choses qui sont faites, mais on ne sait plus trop pourquoi je le fais, mais ça me prend du temps, etc., etc. Nous, ce qu'on a pu réaliser grâce aux outils qu'on a en interne sur vraiment le traitement des données, et moi je dirais que c'est la première, c'est la première base à avoir, c'est être capable d'avoir des chiffres sur ce qui se passe, d'avoir une visibilité complètement. En tout cas, on a pu ressortir ces données d'audit fait chez nos fournisseurs sociaux et environnementaux. Et on s'est réalisé qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui revenaient tout le temps, des non-conformités chez nos fournisseurs qui revenaient en permanence, sauf que les pauvres, à part avoir un acheteur qui leur dit bah, « t'as pas fait ça, pourquoi tu le fais pas ?» ils étaient un petit peu perdus. Donc on a décidé de mettre en place en 2019 des formations chez nos fournisseurs. On a choisi en premier pays l'Asie qui n'est pas un pays, pardon, autant pour moi, la Chine. On a décidé de mettre ça en place en Chine depuis 2019 et on le fait tous les ans. Et en fait, on invite nos fournisseurs à se retrouver dans une journée de formation, tous ensemble, en physique. Encore une fois, vraiment privilégier le physique quand on peut, puisque tout ce qui est en Zoom, c'est toujours plus compliqué de capter l'attention des gens. Donc, on a mis ça en place. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, plutôt que de le faire en one-to-one, parce que ça demande des énergies, des budgets et des ressources bien trop grandes, on a décidé d'organiser ces formations-là et de finalement mélanger nos fournisseurs ensemble. Que ce soit un fournisseur de métaux, de comptoirs, de textiles, peu importe le type de fournisseur, on a pu les mettre tous ensemble dans la même pièce. Et pareil, que ce soit un fournisseur pour Dior ou pour Guerlain, etc., tous les mettre ensemble. Et là, en fait, on s'est rendu compte que d'un coup, les choses étaient beaucoup plus claires. Donc, juste expliquer, juste dire, tu dois faire ça, c'est compliqué. En revanche, commencer à leur dire, bah, tu dois faire ça, mais on va t'accompagner et regarde, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et vraiment prendre le temps d'expliquer plus dans le détail la solution plutôt que juste ce que les gens font mal, on a commencé à avoir des vraies améliorations chez ces fournisseurs-là. C'était tellement
on va dire que ça a tellement pris chez nos fournisseurs chinois et donc auprès de nos acheteurs qui ont ces fournisseurs chinois que on a décidé de le décliner pour l'Italie aussi. Donc, on a aussi, à partir de 2021, mis en place ces formations une fois par an pour pouvoir parler de toutes les législations du pays, mais aussi de deux, de tout ce que leur demandait LVMH. Et de finalement avoir une personne en face qui pouvait leur répondre. Donc ça, c'est du côté fournisseur. Et c'est là où on s'est rendu compte que très bien, on a joué sur les fournisseurs, on les accompagne, très bien, sauf qu'en fait, en interne, on n'avait pas réglé le problème des acheteurs qui, eux, n'étaient pas forcément toujours très au clair sur ce qu'ils devaient demander à leurs fournisseurs. Et on a beau sensibiliser au début, quand on met en place un programme, on va sensibiliser toutes les parties prenantes qu'on a en interne, sauf que ça, on va le faire en one shot. Le souci du one shot, c'est que il y a du turnover, les gens s'en vont, les gens arrivent, et les nouvelles personnes, finalement, elles font ce qu'on leur a dit de faire. Alors moi, je le fais parce que machin, avant, il le faisait, et donc je fais comme il m'a dit de faire. Et en fait, on perd complètement le fil et on perd complètement l'intérêt de pourquoi je le fais. Moi, j'ai lancé un audit social parce qu'il fallait le faire. Après, le contenu, j'en sais rien. Donc, c'est là où on a décidé de se dire, maintenant qu'on a travaillé sur les fournisseurs, on va aussi aller accompagner nos acheteurs et toutes les personnes en interne qui achetaient. Parce qu'il faut aussi garder en perspective que toute personne en contact avec un fournisseur n'est pas forcément un acheteur. Donc, un acheteur, lui, a potentiellement un petit peu plus de sensibilisation, mais une personne qui finalement fait du développement de produits, mais qui fait aussi va faire le packaging, le produit, va faire ça, va s'assurer que c'est bien. On a tellement des petites maisons qui sont presque des PME que la personne, non, elle n'a jamais été sensibilisée à ces sujets. C'est là où nous, on a décidé de mettre en place une formation pour les personnes en lien avec les acheteurs, avec les fournisseurs, mais donc en interne. On l'a mise en place en 2022 et on l'a fait avec des enjeux et des hommes. Et donc, d'ailleurs, Marina, tu es en fait co-animatrice des formations que l'on donne en Italie. Et donc, on a monté ce contenu. Alors, c'est sûr que d'un point de vue clé de réussite, il faut prévoir du temps à l'avance pour pouvoir faire ça. Mais donc, on a décidé de partir avec des enjeux et des hommes qui nous a proposé quelque chose de superbe. On a co-construit le contenu pour pas que ce soit quelque chose qui soit trop loin de leur réalité. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps au début. Les personnes avec lesquelles on a co-construit ce contenu me disaient, oui, mais moi j'ai l'habitude de construire des formations sur ça. Écoute-moi, je sais très bien comment ils sont. Oui, mais moi en interne, je sais très bien comment ils sont les acheteurs d'LVMH. Et bon, c'est absolument pas pompeux de dire ça. C'est qu'un acheteur LVMH a parfois une manière de voir les choses un peu différente de n'importe quel autre grand groupe, que ce soit français ou international. Et quand on connaît bien les personnes avec qui on va devoir parler en face, finalement, on va pouvoir adapter le contenu. On l'a adapté, on l'a créé, on s'est lancé, on a fait un pilote, on s'est pris une claque parce qu'on n'était pas encore assez adapté à eux. Et après ce pilote-là, on a réadapté le contenu et on est retourné au combat, on va dire, hein. Et en tout cas, on a mis en place cette formation en 2022. On forme en physique, encore une fois. Je sais que et c'est ce que je vois avec ce qu'Estelle a dit, c'était vraiment du contact finalement. La fresque, ça peut se faire à distance, mais ça se fait surtout sur le terrain et que les gens soient vraiment tous autour de la table. Et donc là, ce qu'on a décidé, c'était de mélanger un peu des gens des différentes maisons de chez nous. C'est un maximum de 2 personnes par entreprise, par maison d'LVMH. Donc on ne peut pas se retrouver avec 8 personnes de chez Vuitton et avoir 2 personnes qui sont perdues et qui n'ont rien à voir avec le business. Là, c'était 2 personnes maximum et en fait, ça a créé une synergie incroyable parce que effectivement, nous, on arrivait avec du contenu, on leur a expliqué ce qu'étaient les achats responsables, qu'est-ce qu'un fournisseur responsable, qu'est-ce qu'un acheteur responsable, qu'est-ce qu'un produit responsable. On arrive avec la base. Et on sait des choses au niveau de la holding, effectivement, mais on n'est jamais au courant exactement de la toute dernière chose qui s'est passée chez eux. Et en fait, ça a vraiment créé cette émulation. Ils ont commencé à partager plein d'exemples exceptionnels, chacun de leur côté et ça les sortait un petit peu de leur quotidien aussi. On avait donc une personne qui est en charge de développer des sacs ou des petits accessoires de maroquinerie se retrouve face à quelqu'un qui, lui, fait du champagne ou fait du mascara ou un pinceau, etc. Et finalement, ça permet de se remettre un petit peu en perspective et de se rendre compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Peu importe
qu'on fasse un rouge à lèvres à 10 € de chez Sephora Collection ou un champagne qui en coûte beaucoup plus. Finalement, on a les mêmes difficultés. Et vraiment, là, nous, on a vraiment ressenti qu'on pouvait leur apporter quelque chose finalement en étant un peu ce connecteur entre eux. On perd un peu quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans une entreprise, une marque, et je suis certaine que chez Tom, c'est la même chose entre les 8 marques différentes. Quand on est dans sa marque, on perd un peu le côté groupe et on perd un peu le fait que bah, j'ai peut-être des petits copains qui vivent la même chose que moi. Et puis, j'ai plus le temps, donc je vais pas les voir. Donc, finalement, de les sortir un peu de ce quotidien pendant 2 jours et pouvoir parler de ça a créé et ça a donné envie aux gens même des idées en disant, bah tiens, on pourrait peut-être travailler ensemble sur cette vitrine. Toi aussi, tu as des vitrines, j'ai des vitrines, c'est pas les mêmes, mais tiens, on pourrait travailler ensemble. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a été très apprécié en interne. Et puis finalement, alors c'est bien, ok, on a lancé ça, mais on ne peut pas non plus former 5000 collaborateurs en 6 mois. Nous, on n'a pas réussi du tout ça. Donc bravo encore une fois aussi chez Tom, parce que c'est quelque chose que nous, on n'a pas su faire. Mais on s'est dit que chaque petite victoire était importante à notre niveau. Mais on s'est dit, tiens, on va aller innover un petit peu plus cette année. On a voulu mettre en place une nouvelle activité sur les forums que l'on organise tous les ans. Comme je vous disais, tous les ans, on fait venir certaines personnes, tous dans la même salle, et là aussi, il y a une certaine synergie qui se passe. Sauf que ce forum-là, on le fait depuis 10 ans. Et en fait, même plus. Et ce qui ressort des feedbacks tout le temps, c'est ah, c'est super, hein, on est super content. Par contre, passer 8 heures assis à vous écouter, bon, c'est génial, mais enfin, finalement, j'en retiens pas grand-chose. Donc cette année, on a dit, bah écoutez, c'est quoi, t'en as marre d'être assis, bah, on va te faire bosser un petit peu. Donc on avait 120 personnes présentes, c'était en mai dernier, et là pareil, on s'est fait accompagner de des enjeux et des hommes. Ces 120 personnes-là, on leur a fait faire ce qu'on appelle aujourd'hui un serious game, donc un jeu sérieux chez les enjeux et des hommes. Et comment est-ce que ça s'est passé? On a pris ces 120 personnes-là et on les a dispatchées en 20 équipes de 6 personnes. Autant vous dire qu'à chaque fois, on s'est amusé à faire les équipes pour qu'il y en ait des plus sensibilisés, des moins sensibilisés, puis des gens qui se connaissaient le moins possible pour qu'ils puissent déjà se créer un réseau en interne. Pour pas qu'on se retrouve avec une équipe d'élite qui connaît tout avec que des directeurs de développement durable et une équipe d'acheteurs juniors qui étaient arrivés tous le mois dernier. Donc, on a réussi à faire ces équipes-là. Et en fait, après, on les a faites s'affronter. Du jeu. Et finalement, le jeu, c'est ce qui fait qu'on apprend le mieux. Et c'est vrai que la fresque, pour moi, il y a un petit côté jeu. Alors, il y a un petit côté déprimant hein, aussi, on va pas se mentir. Sur la fin, quand on se dit, ah oui, en fait, c'est de notre faute. Mais en tout cas, le jeu, ça fonctionne incroyablement bien. Et donc, nous, on a organisé donc ce jeu sérieux qu'on a appelé des Olympiades, hein, vu qu'on est à Paris et que c'est l'année des Jeux Olympiques. Et en fait, tout le monde a mordu au jeu. Tout le monde. Et au début, les gens se sont dit, ouh là là, est-ce que je suis obligée, moi? Ou est-ce que j'ai une réunion? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que... Non, 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 non. Tu dois rester, tu fais le jeu, tu vas te lever et tu vas aller d'une salle à une autre, parce qu'on a réussi à s'organiser sur plusieurs salles pour pouvoir faire ces combats, on va dire, entre équipes. Et finalement, donc ça fait 5 mois aujourd'hui qu'on a animé ces Olympiades-là. Aujourd'hui, quand on parle de cette journée-là, on parle des Olympiades. On parle que de ça. Le feedback qu'on a eu sur cette journée-là, et pourtant c'était 2 heures et demie sur une journée complète. Donc, mes collègues qui sont montés sur scène pour parler de leur sujet me disent, bon, bah, c'est super, mais finalement, c'est peut-être pas ça que les gens ont retenu. En tout cas, les Olympiades, c'est vraiment ce qui a marqué le plus les esprits cette année pendant ce forum-là. Ça a tellement bien pris qu'on a d'autres maisons dans le groupe qui nous ont dit, bah, est-ce qu'on peut te piquer un peu le concept parce qu'on voudrait le faire nous aussi en interne. Donc finalement, ça a aussi super bien pris chez eux. Et en fait, c'est vrai que c'est par le jeu, c'est quand on fait soi-même les choses que finalement on se rend compte qu'on retient quelque chose. Parce que finalement, c'était pas non plus je vais dire, si drôle que ça, les jeux, puisqu'on a parlé des limites planétaires, on a parlé du salaire décent, on a parlé même des outils qu'on utilise en interne. Donc au final, quand on les met sur le papier, c'est pas, ce ne sont pas des notions qui font rêver, on va dire. Hein. On se dit pas, tiens, j'adore parler d'à quel point la planète va mal. Non, finalement, de faire le jeu et de combattre, et après, euh, c'est plutôt ça qui a fait que les gens ont retenu les concepts. Je ne partais pas du principe qu'ils allaient retenir tous les concepts qui ont été présentés durant ce jeu-là, mais personnellement, pour moi, c'est une réussite s'ils en ont retenu au moins un ou deux. Donc ça, c'était déjà ça.
Voilà, donc ça, on l'a monté, on a mis quand même pas mal de temps aussi. Il nous a fallu 2 mois de travail en amont, mais bien accompagné par des enjeux et des hommes, ça s'est fait, j'allais dire, comme une lettre à la poste. Et finalement, ça a permis aux gens de comprendre le why. Parce que, ok, ouais, bah oui, je dois m'assurer qu'il y ait pas de pollution sévère ou pas de travail des enfants. Bah, très bien, ok, bon, même si on comprend un peu pourquoi quand même. Mais oui, je dois faire un audit. Très bien. Mais derrière, finalement, bah, le what, je le comprends un peu parce que vous me rabâchez tout le temps un petit peu les outils que je peux utiliser. Et finalement, ça les a vraiment remis au milieu. Alors, je suis d'accord avec Marina, il faudrait commencer par le why. Nous, on l'a fait à l'inverse, malheureusement. Mais j'aimerais vraiment repartir à chaque fois de ça. Toujours le why, et puis après, bah, ok, après, comment, et derrière, enfin, le pourquoi, le comment, et... non, le pourquoi, le comment, et le Ah, j'arrive plus. Le Mais bon, quoi, on sait. Voilà, merci, le quoi. le C'est ça. pourquoi, le comment et le quoi. Oui. Et le quoi, voilà. Au lieu de finalement le faire à chaque fois par le quoi. Et il faut toujours partir du principe que les gens vont parfois avoir peur de dire, bah non, je sais pas. Non, je sais pas, non, je comprends pas. Ils vont pas vouloir le dire, ils sont dans le monde du travail, ils viennent d'être embauchés, ils ont réussi à faire comprendre qu'ils s'y connaissaient sur le sujet. Bah, peut-être pas sur cette chose qui est très spécifique. Et lorsqu'on est dans un groupe depuis longtemps, on sait comment ça fonctionne et parfois on oublie, mais en tout cas, les nouveaux, eux, savent pas du tout. Toujours partir du principe qu'ils savent pas, sans pour autant les prendre de haut, leur dire, bah, tu verras, c'est simple. Vraiment simplifier la chose pour qu'ils puissent se dire, OK, finalement, je peux le faire. Je suis acheteur, j'y connais rien en développement durable, en environnement ou en social, mais bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça parce que quelqu'un a pris le temps de m'expliquer. Voilà. Mais en tout cas, ouais, moi, je mettrais vraiment en avant ces Olympiades qu'on a pu organiser grâce à des enjeux et des hommes. Voilà. Voilà pour ma partie. S'il y a des Merci. questions, n'hésitez Ok. pas. Super, merci beaucoup Caroline. Effectivement, il y a des questions. Donc, il y avait juste une première question pour Estelle dans la section questions-réponses. Quelle est la composition du comité RSE de Tom? Alors, je ne l'ai pas vue, celle-ci. C'est un comité très court avec le président du groupe, le directeur général du groupe, le CFO et moi-même. D'accord, très bien. Et après, il y avait une question pour Caroline. Quels résultats ont été obtenus via les formations notamment que vous faites? Je pense que, je ne sais pas si la personne s'était référée à la formation que tu évoquais Mm. auprès des fournisseurs ou les acheteurs. Bah, c'était Alors, juste ça. auprès des fournisseurs, on a réussi à... Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres Mm. précis, mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de pouvoir voir les résultats des audits avant formation et après formation. Et clairement, il y a une amélioration des résultats des audits. Donc déjà, pour moi, c'est une Mm. réussite. Formation côté acheteur, c'est plus difficile à quantifier. En revanche, on a vu pas mal de synergies, de projets qui potentiellement se seraient montés. Alors, je peux aussi, c'est dur à quantifier, mais je vois que j'aide beaucoup moins le reste de l'année ces personnes-là pour leur répondre à des questions qui finalement sont très basiques. Et en fait, on a ce bruit justement de personne qui dit, bah moi, mon collègue, il a été formé, je voudrais aussi être formé parce qu'en fait, ça a l'air génial ce qu'il a fait et maintenant il m'accompagne, mais j'aimerais être aussi indépendant de lui et pouvoir travailler sur ces sujets-là sans que lui ait à intervenir. Donc c'est plus difficile de Mm. quantifier sur le côté interne. Mm. Je vois qu'il y a D'accord. une question sur combien de personnes font partie du comité RSE de LVMH. Donc nous, on a un comité ESG. Puisqu'encore une fois, on a un département RSE, on a un département environnement, on a maintenant un comité ESG, oh, je vais pas dire de bêtises, qui a été créé il y a 2 ans. Donc on a tous les départements clés, on va dire l'environnement, le social, enfin les directeurs, donc environnement social, éthique et conformité, devoir de vigilance, achat minimum. Je vais en oublier d'autres, malheureusement. On a la communication financière, communication extra-financière. Donc, on a une bonne dizaine de personnes dans ce comité ESG et qui se retrouvent régulièrement et qui peut être sollicité par n'importe quel collaborateur du groupe.
Très bien. Je vais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit qui m'apparaissait très importante en fait, qui se retrouve dans la partie, ce que tu as évoqué Caroline sur notamment le jeu que vous avez fait pendant ce séminaire-là des acheteurs là, en mois de mai, mais aussi chez Estelle, chez Tom, c'est qu'en fait, cette notion de c'est à m'apporter. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être un super expert pour m'emparer de ces sujets RSE parce que c'est justement ce dispositif me permet de m'approprier des certains enjeux clés et pouvoir en parler et pouvoir agir. C'est ça surtout que je trouvais, c'est très important en fait, que ce soit pas un truc jargonné, hyper compliqué pour les personnes, mais certes, j'ai besoin de savoir les éléments clés, notamment pour la partie acheteur, quel instrument existe, etc. chez LVMH, mais en fait, c'est un sujet que je peux moi comment dire? Intégrée dans mon métier, en fait. Et pareil, c'était chez Estelle, c'était pareil, c'était cette fresque Tom. Il y avait certes, elle n'était pas aussi compliquée que la fresque du climat, peut-être pour certaines personnes qui la connaissent. Il y avait certains enjeux, mais derrière, c'était surtout une façon d'expliquer la démarche RSE. C'était toute une discussion de comment les personnes peuvent s'impliquer. Et donc, c'est ça qui était aussi hyper motivant de dire, mais moi, je peux le faire aussi. C'est à ma portée. Et surtout, la liberté de le faire à ma façon aussi. Je me souviens de ça chez Tom, c'était quelque chose qui avait été apprécié aussi, donc que ça soit quelque chose de flexible. Donc notamment quand on a les multisites, etc., c'est quelque chose qui peut être très important aussi, et multimarque, enfin multi-maison, voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions. Attendez, bonjour. Est-ce que la formation de vos fournisseurs était une obligation contractuelle ou c'était sur la base du volontariat? Alors, ce sont les acheteurs qui pouvaient un peu nommer les fournisseurs qui souhaitaient inviter à cette formation-là, puisque effectivement, on préférait quand même se concentrer sur les fournisseurs qui en avaient le plus besoin. Et ensuite, on est sur du volontariat, puisque ça reste le meilleur moyen pour qu'ils puissent s'impliquer. En revanche aussi, je vais en profiter, j'ai eu le même cas sur la formation des acheteurs. La majorité d'entre eux, au début, les premières formations, les premières personnes qui venaient étaient sur la base du volontariat, et au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec des personnes qui disaient, bah, moi, je sais pas du tout ce que je fais là. Moi, c'est mon chef qui m'a dit de venir, je sais que c'est 2 jours. J'ai aucune idée de quoi vous allez me parler. Et au final, c'est souvent les personnes qui ressortent avec le sourire en se disant, mais en fait, je suis très content, j'avais aucune attente et en fait, j'en ressors quand même avec plein d'infos justement qui me touchaient pas plus que ça, j'étais pas sensibilisée à ce sujet-là. Donc je suis pas toujours convaincue que le volontariat soit la seule force pour choisir des gens. En forcer quelques-uns, ça peut toujours être positif. Très Pour bien. répondre à la question de Christine, Mhm. quand vous parlez des métiers, c'est tous les métiers, tous les services de l'entreprise, oui. Nous, on a touché tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient en magasin, qu'ils soient dans nos entrepôts, qu'ils soient au siège, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier. Et comme vous l'avez fait effectivement en mélangeant les maisons chez le VMH, on a aussi mixé les équipes et les profils. Voilà, et ça a été très très bien vécu et ça fait effet boule de neige. Ça n'a pas été présenté comme une formation obligatoire, mais en fait tout le monde y est venu parce que les premiers participants en ont parlé aux suivants, qui en ont parlé. Enfin, voilà, ça a eu un vrai effet boule de neige. Très bien. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Je voulais partager la fin comme on va partager donc le replay. Et on va vous partager aussi, juste pour vous dire, sur notre site chez Des Enjeux des Hommes, il y a tout un tas d'études qui sont en libre accès sur l'engagement des parties prenantes, dialogue parties prenantes, sur la gouvernance RSE, donc tout un tas de travaux qu'on a pu mener par le passé, imprégnés de notre pratique, mais aussi en collaboration avec d'autres organisations. Et je voulais remercier chaleureusement donc, Estelle et Caroline d'avoir été là. C'était super inspirant, super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses alors que je connaissais déjà vos dispositifs. Donc voilà, donc un grand merci et merci aussi à tous les participants qui ont été là et pour vos questions et votre participation également. Voilà, un grand merci, excellente fin de Merci à journée à vous. tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.